Bienvenue dans Work in Process, le podcast pour les entrepreneurs qui veulent développer un business qui leur ressemble sans s'épuiser ni s'oublier en cours de route. Ici, on casse les règles du toujours plus pour explorer un entrepreneuriat plus humain, plus conscient et plus aligné. Chaque semaine, je te partage des réflexions, des outils et des process pour faire grandir ton business sans sacrifier ton énergie mentale. Je suis Marine Aubaret et j'ai créé ce podcast pour t'aider à transformer ton quotidien pro pas à pas dans le respect de qui tu es. Si ça te parle, abonne-toi et installe-toi bien. L'épisode commence. Comment structurer son business pour grandir sans s'épuiser ni perdre ses valeurs? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui avec mon invité, Solène Bouquillon-Le Goasiou. Solène, c'est la fondatrice de Soft Kids. C'est une start-up qui aide les enfants à développer leurs compétences socio-émotionnelles. Elle est aussi autrice, conférencière, créatrice du podcast Génération Parents et petit clin d'œil perso, j'ai eu la chance de l'accompagner sur l'optimisation de la structure de son business, notamment sur Notion, et sur la création de son espace pour produire son podcast. Je voulais vraiment faire cet épisode avec Solène, parce que déjà, je trouve que c'est une entrepreneur qui est inspirante, elle est visionnaire, on va en parler dans l'épisode, mais surtout, c'est quelqu'un qui est profondément humain. Et tu le sais, sur Work in Process, on adore ce genre de profil. Donc on va parler de ses débuts, on va parler de la croissance de Soft Kids, de leadership aligné et aussi de ce que ça veut dire vraiment d'entreprendre avec impact sans trahir ses valeurs. Donc installe-toi, l'épisode va commencer. Salut Solène, comment vas-tu? Ça va très bien, salut, ravie d'être ici. Eh bien, ravie de te recevoir aussi. Je suis très heureuse de pouvoir faire cet épisode avec toi. La première question que j'ai préparée pour toi, Solène, c'est si tu devais résumer ton aventure entrepreneuriale en un seul mot, lequel tu choisirais et pourquoi? En un seul mot, c'est dur. Une phrase, j'aurais pu, mais alors un seul mot. On va dire montagne, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui doivent dire ça. Montagne russe, j'imagine. Oui, montagne russe, on monte, on descend. Et puis c'est ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment comme quand on fait de la randonnée, quoi. On part le matin, on est plein d'énergie, et puis après on voit qu'il faut monter, c'est très très dur. Et puis on arrive au sommet, waouh, c'est génial. Et puis après il faut redescendre, mais en fait souvent la descente c'est encore plus dur que la remontée. Et donc voilà, c'est vraiment ouais, je sais pas si c'est les montagnes russes, mais oui, c'est un peu comme une rando parce que on peut se lever le matin, ça va bien, et puis l'après-midi, ça va un peu moins bien. C'est ça. Puis être surpris par la pluie ou par un glissement de terrain ou d'autres joyeusetés. Ouais. Ok. On va parler de Soft Kids pour cette première partie d'épisode. Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de créer Soft Kids? Comment est-ce que t'as senti que c'était la bonne voie pour toi? Alors, ce qui m'a donné envie de créer Soft Kids, c'est, on va dire, un faisceau d'indices à un moment donné. Si je regarde un petit peu ce qu'on peut appeler en entrepreneuriat le mythe fondateur de Soft Kids, pour moi, Soft Kids, c'est un peu ma revanche sur l'école et l'éducation. Puisqu'il s'avère que moi, j'étais une élève qu'on qualifierait aujourd'hui de d'atypique. En fait, j'étais très très bonne dans certaines matières et très 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 mauvaise dans d'autres. Donc, j'avais 4 de moyenne en maths, mais par contre, j'avais 17 en sciences politiques, par exemple, en première. Et du coup, on m'a toujours classée dans les élèves moyennes, voire les élèves en échec scolaire, puisqu'on m'a fait redoubler ma quatrième parce que j'étais mauvaise en maths, ce que j'ai vécu comme une profonde injustice, parce que la même année, j'avais quand même lu tous les Rougon-Macquart de Zola, et j'étais passionnée par la Révolution française, et je dévorais tout. Ma mère en avait marre que je reste dans ma chambre pour lire, mais non, parce que j'étais pas bonne en maths, on m'a demandé et en physique, enfin les matières scientifiques, on m'a demandé de redoubler. Et du coup, je suis restée un petit peu avec cet état d'esprit pendant plusieurs années à me dire bon les matières académiques, c'est pas trop mon truc, je vais choisir là où je suis bonne. Et en fait, j'ai essayé de faire toute ma scolarité sur ce qui
m'apportait de la joie, du bonheur et ce que j'aimais. Et en fait, quand je suis arrivée dans le monde dans l'entreprise, j'ai fait d'abord des entreprises françaises, le Printemps, le Crédit Agricole. Et en 2006, 2005, 2005, oui. Ma vie a changé parce que je suis rentrée chez Shell, entreprise anglo-néerlandaise, et c'est une entreprise qui met en fait les compétences humaines au devant de tout, et elles sont plus importantes que les diplômes et les compétences académiques. J'ai été recrutée uniquement sur mes compétences humaines, ma volonté d'aboutir, ma capacité à collaborer avec les autres, ma capacité d'analyse et de synthèse. Quand j'ai passé l'entretien, le recruteur n'avait pas mon CV, il m'a pas posé de questions techniques sur ma formation de RH. Et après, en fait, j'ai découvert que il y avait des compétences humaines qu'on a verbalisées, alors que pour moi, elles étaient inconscientes, comme savoir avoir confiance en soi, avoir un état d'esprit de développement, c'est-à-dire se dire que l'erreur fait partie du chemin, avoir de la curiosité. Et en fait, tout ça, c'était valorisé. Et il se retrouve que dans cette boîte, je suis devenue du jour au lendemain un vrai asset, quelqu'un qui était classé dans les hauts potentiels. Et du coup, je me suis dit, peut-être qu'à l'école, j'étais la moyenne, mais dans l'entreprise, quand on valorise les compétences humaines, et ben là, je me sens bien, je suis valorisée, j'ai confiance en moi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est en 2017, j'étais DRH des centres de services partagés de Shell. Donc, c'est toutes les activités les plus transactionnelles de l'entreprise, et c'est les activités qu'on peut automatiser avec l'intelligence artificielle le plus rapidement possible. Et on m'a demandé de voir l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers à 2025-2030. Et en travaillant là-dessus, j'ai appris que 65% des écoliers d'aujourd'hui feront des métiers qui n'existent pas encore. Et toutes les ONG recommandaient de développer les soft skills dès plus jeune âge. Et notamment l'OCDE indique depuis à peu près, ça va faire peut-être 8 ans, que tous les modèles éducatifs traditionnels doivent se transformer pour les intégrer. Et il se trouve qu'au même moment, j'étais aussi présidente d'une crèche parentale associative, donc je m'intéressais beaucoup au sujet d'éducation. Et donc je me suis dit, allez banco, t'as passé 13 ans à développer les soft skills des adultes, tu vas aller développer les soft skills des enfants. Voilà. Génial. Un parcours logique et évolutif comme ce que tu proposes dans SoftKid au final. Euh, Moi, je me suis un petit peu renseignée sur le secteur dans lequel tu es, donc c'est le secteur de l'EdTech. J'ai l'impression, d'un point de vue extérieur en tout cas, que c'est quelque chose qui est quand même assez compétitif, ou en tout cas on a pas mal d'attentes sur la partie innovation. Toi, tes premiers grands défis en tant que fondatrice de SoftKit, ça a été quoi? Il y en a eu beaucoup. En fait, je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a un excès d'optimisme et c'est pour ça qu'on y va. On est très, très optimiste. Moi, en clair, je me suis dit, je vais faire des applications parce que j'étais ça faisait 10 ans que je faisais une carrière à l'international. Je voulais garder un concept international et donc, pour moi, les applications, ça permettait de toucher tout le monde dans le monde entier. Et tout de suite, je me suis dit, oh, je vais bien trouver 1 million de personnes qui vont télécharger mon appli. Euh, et en fait, ce qui a été difficile, c'est quand j'ai voulu commencer à vendre. Construire l'application, c'était très clair dans ma tête. J'ai trouvé un développeur, on a développé les premiers programmes, on a fait les premiers tests avec 80 familles. Franchement, tout ça, c'était simple. Vraiment, ce qui est difficile et ce qui est le plus compliqué, surtout dans le secteur de la tech, c'est ce qu'on appelle le product market fit. Et en fait, on se retrouve à peu près à 80%, tous les acteurs de la tech scolaire, qu'on appelle le K-12, parce que c'est tous jusqu'au grade 12 dans les pays anglo-saxons, et puis jusqu'à à peu près 12 ans. Et ben en fait, on est tous sur différents marchés. Donc on fait pratiquement tous du B2C pour les familles, on fait pratiquement tous du B2 gouvernement pour les écoles et on fait pratiquement tous du B2B, B2C pour les CE et le corporate. Parce qu'il est aujourd'hui très difficile de bien structurer le marché et d'autant plus dans des pays comme la France où en fait on a une culture où on pense que l'éducation ça doit être entièrement gratuit. Et donc c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de trouver ses clients, son marché et de scaler quoi. Hmm.
Effectivement. Et ça, je vois ce challenge sur d'autres clients, même qui sont pas dans ton secteur. C'est effectivement compliqué quand tu as beaucoup de concurrence. C'est bon signe parce que ça veut dire qu'il y a de la demande, mais ça demande de mettre en place des outils et des stratégies adaptées à ce que tu proposes. Est-ce que toi, tu te rappelles d'un moment où tu t'es dit, OK, là, ça devient sérieux, on a passé un cap? Bah, le moment où j'ai gagné l'appel d'offres avec l'éducation nationale pour accompagner 500 000 décrocheurs scolaires dans 8 académies sur 5 ans, il fallait que je recrute. Donc, j'ai recruté 6 personnes dans l'année. Alors qu'on était trois, de trois, on est passé à 9. Voilà, et ça a été une vraie étape. Et c'était en 2000. On a appris qu'on avait gagné l'appel d'offres en juillet 2022. Et Mhm. donc, il m'a fallu 6 mois pour structurer l'équipe, la faire grossir. Donc, passer de 3 à 9 avec les freelances, ça faisait 11. Et là, oui, je me suis dit il y avait une étape supplémentaire. Et là, j'ai commencé aussi à beaucoup plus stresser parce que dès que tu as beaucoup d'employés, bah, tu stresses beaucoup plus parce que voilà, tu as des salaires à payer. Et là, en fait, tu regardes ta trésor tout le temps, quoi. C'est bien que tu en parles parce que il y a deux écoles. Il y a l'école où on part du principe que pour les patrons, c'est très simple en fait, ils gagnent de l'argent sur le dos des autres. Et il y a l'autre école qui dit ben en fait c'est pas si simple que ça parce qu'on a beaucoup de pression sur les épaules euh, que dans l'idéal on ne fait pas reposer sur son équipe. Je reprends. Mhm. Moi ce que je vois c'est que quand on fait grandir une entreprise, il y a une grosse tentation qui est on va tout donner tout le temps en permanence. Comment est-ce que toi t'as voulu structurer ton business pour pas justement te Et cramer juste ton avant de dire équipe? ça, je rebondis là sur ce que tu dis là, sur on dit oui que les patrons ils prennent l'argent, etc. Enfin, Oui. moi, je me suis pas payée pendant 4 ans. Et je payais des salariés et moi, je me payais pas. Bon, après, je pouvais me le permettre, quoi. Les 2 premières années, c'est Pôle emploi. Et puis, il y a eu 2 ans où je me suis pas payée du tout. Et Mm. parce qu'en fait, je préférais faire grossir la boîte et avoir des salariés que me payer. Alors, il y a des gens qui comprennent pas et qui disent, bah, non, t'aurais jamais dû faire ça. Et voilà, il y avait des compétences que je voulais absolument avoir et je ne suis pas la seule dans cette situation parce que quand je parle avec les autres entrepreneurs notamment de l'éducation, on est beaucoup, beaucoup à ne pas se payer. Donc, il y a un espèce de mythe de la start-up. Tout le monde pense que on est des Amazon, des Facebook, etc. Mais ça, en fait, c'est 1% de l'écosystème. Donc, il faut Ouais, un petit peu, voilà, se dire que c'est pas, c'est pas la réalité du tout du quotidien de 99% de la Startup Nation, quoi. c'est ça. Et puis se dire aussi que quand on crée une start-up, souvent c'est pour une mission bien plus grande que nous. Mhm. Et ben, on a envie de la faire vivre en fait cette mission. Donc pour la faire vivre, ben, il faut des ressources, tout Mm. simplement. Et c'est des ressources que tu peux pas ponctionner sur tes salariés ou sur les personnes qui travaillent avec toi. Donc ben, le choix le plus court, c'est de le faire effectivement sur la rémunération du ou de la dirigeante. Effectivement. Euh, Mais du coup, je te repose ma question parce que la réponse m'intéresse. C'est que quand on fait grandir un business, notamment une start-up, la tentation elle est forte de tout donner tout le temps. Comment est-ce que toi, tu as choisi de structurer ton business et le travail avec ton équipe et tes prestataires pour que et toi et eux ne vous cramiez pas en cours de route? Alors, c'est assez simple. C'est un, la transparence. Euh, et deux, alors pareil, c'est pas du tout un truc que font les gens dans les startups, etc. C'est qu'il n'y a pas de délai en fait chez SoftKids. En fait, moi, la règle, au début, quand j'avais fait les premiers programmes de SoftKids avec mon dev, j'avais dit oui, on sortira tel truc, je sais pas, le 1er septembre, etc. Et en fait, j'ai bien vu qu'avec des produits tech et des produits, voilà, des produits tech comme les apps,
il suffit de changer un truc et puis il y a autre chose qui va pas et donc en fait on n'arrive jamais à sortir quand on a envie quand on a dit qu'on sortait quelque chose. Donc du Mmh. coup la règle numéro un c'est ça sort quand ça sort. OK. Et donc je ne fais jamais d'annonce sur la sortie d'un programme en avance. Mmh. Par exemple là on est en train de sortir un nouveau programme métacognition apprendre à apprendre pour les enfants. Normalement, mon dev m'avait dit ça sera prêt il y a 2 semaines. Et puis là, il vient de me dire, bah non, en fait, ce sera pas prêt avant lundi prochain. Donc, Mmh. il y a 2 semaines, j'aurais pu dire, ah bah oui, pour la rentrée scolaire, on saura apprendre à apprendre. Mais non, en fait. Donc déjà, ça aide à ne pas mettre de la pression à l'équipe. Et après, il y a la transparence. C'est-à-dire Ouais. que moi, la manière dont je fonctionne, c'est en début de semaine, je demande à tout le monde sur quoi ils bossent Mmh. et qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire. Et en fait, ce que je leur demande, c'est que si ils savent qu'ils vont dépasser les délais, juste de prévenir Mmh. et de dire si j'ai dépassé le délai, c'est parce que bah par exemple j'ai besoin de toi. Parce que des fois on est à la ramasse à cause de moi parce que en fait j'ai trop de choses à faire et je réponds pas en temps et en heure, etc. Donc ça peut être j'ai besoin de toi, donc là faut qu'on se pose. Ou ça peut être là en fait j'ai été super optimiste sur les délais que je t'ai donnés et puis finalement ça ne sera pas comme ça. Et en fait le Mmh. fait de d'être transparent et de pouvoir se dire les choses et de dire que c'est ok de pas tout faire hyper vite dans les temps, etc. Parce que de toute façon moi ce que je dis à tout le monde et je disais exactement la même chose quand j'étais euh, DRH en entreprise, en fait aujourd'hui le travail est fait de telle sorte que tout le monde peut bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. On aura toujours quelque chose à faire. Donc à un moment, il faut se donner des garde-fous. Et puis après, voilà, j'essaye. Par exemple, mon équipe sait très bien que moi, alors je suis un peu du soir, un peu beaucoup du soir que plus que du matin. Et des fois, en fait, je vais bosser entre 21 heures et minuit, et je vais enquiller, voilà, des choses. Et du coup, ils savent que s'ils reçoivent un message de ma part, c'est parce que c'était dans ma tête, mais ça ne demande en aucun cas une réponse dans la soirée. Ouais, c'est une adaptation au rythme de chacun, c'est ça Voilà. l'avantage de pouvoir bosser sur ce type de projet aussi. Mm, mm. OK. Pour avoir fait un petit tour dans les coulisses de Mhm. SoftKit, je sais que tu as choisi de mettre en place une organisation avec des process avec ton équipe, sur ton podcast, sur ton back-office. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ton quotidien de CEO et qu'est-ce que ça a changé pour ton équipe de structurer tout ça? Bah, moi, je pense que c'est hyper important. Après, ouais, j'ai été biberonnée au process chez Shell. On faisait ce qu'on appelle du continuous improvement, de l'amélioration continue, et on revoyait très régulièrement les process. Et en fait, on essayait de l'améliorer. On faisait du lean pour aussi améliorer tout ça. Et moi, je trouve que à un moment, euh, quand il y a un certain nombre de choses qu'on fait plusieurs fois, à un moment, il faut se poser et mettre un process en place parce que on sait très bien que sur tout ce qui est répétitif, on peut gagner du temps. Et Ouais. par exemple, le fait d'avoir, je sais pas, structuré, si je peux dire, le podcast, par exemple, je le fais toutes les semaines. Ben voilà, Mhm. d'avoir mon Notion sur le podcast avec mes co-hosts qui reçoivent tous les invités, d'avoir juste à ouvrir une fenêtre pour avoir toute ma trame de script, d'avoir juste à remplir les cases, etc. Ben, ça me fait gagner un temps fou. Et en fait, à la fin, en automatisant et en ayant des process clairs, on évite d'avoir des problématiques. Par exemple, là, pareil, on avait structuré pour changer tout le. Tu nous avais aidé à structurer tout le process de la production de l'app. Oui. On a eu un nouveau dev qui est arrivé en mars. Bah on avait tout quoi. On avait le wiki, on a fait le Wikipédia de l'app, toutes les process, les vidéos, enfin voilà. Et du coup, l'onboarding, il a pris 2 semaines quoi. Hmm. Donc ça vous a fait gagner du temps, mais au-delà de ça, moi ce que j'entends dans ton discours, c'est ça fait gagner beaucoup d'espace mental. Dans la communication, c'est plus simple aussi parce que les Mhm, choses sont posées à plat. mhm. Oui, oui. Non mais c'est clair, il y a pas, en fait, il y a pas à aller chercher à droite, à gauche.
Euh, Après, enfin moi je suis quelqu'un, je pense, qui a une typologie déjà très très organisée, j'aime aussi quand ça fonctionne de cette manière, mais je trouve que en fait ça aide aussi tout le monde au sein de l'équipe et d'autant plus. Enfin moi par exemple sur le podcast j'ai 8 co-hosts invités permanents. Mhm. Bah en fait, tout le monde a les informations, tout le monde s'auto-inscrit sur sa participation, tout le monde a un visu sur le planning jusqu'à la fin de l'année de nos invités. Et moi, en fait, j'ai pas besoin d'aller faire de la communication supplémentaire parce que tout est déjà en place, ils ont le lien, ils n'ont qu'à aller voir, quoi. Ouais. Au final, c'est des systèmes qui viennent aussi nourrir les valeurs que tu as mentionnées tout à l'heure, de transparence, de communication, parce qu'au final, c'est plus simple pour tout le monde. Oui, bah oui. Enfin, tout le monde sait où trouver l'info et moi je trouve ça important et puis aussi ça évite aussi bah, d'avoir des erreurs. Par exemple, je Mm. pense à tout ce qui est process qu'on a mis en place. Enfin, ça fait un suivi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus avec des outils comme Notion, tu facilites la vie un peu à tout le monde, quoi. Ouais. Avec le recul, est-ce que il y aurait quelque chose que tu referais sans hésiter, ou au contraire que tu ferais totalement différemment si là tu devais repartir de zéro au niveau de la structuration et de la croissance de SoftKids? Bah les choses que, en fait, moi, le truc que je dis souvent, c'est que je pense que les 2 premières années, j'étais trop radine. Je voulais tellement pas dépenser d'argent, être à l'équilibre, etc., que j'ai tardé en fait à faire venir des freelances pour m'aider. Mhm. Et donc ça, je pense, en fait, j'en vois encore plein des gens qui font ah maintenant j'ai pas 300 euros, j'ai pas 500 euros, j'ai pas 1000 euros, mais en fait c'est game changer quoi. Et pour grossir, il faut investir. Et il y a beaucoup de gens euh, qui ne voient pas l'intérêt, et d'autant plus quand c'est pas ton, enfin quand c'est pas un sujet où tu as de l'appétence et que tu vas Ouais. être là à essayer de tout faire tout seul, etc. Parce qu'aujourd'hui, on nous vend aussi le fait qu'on peut tout faire tout seul. Mhm. Aujourd'hui, on nous dit vous pouvez faire un site internet tout seul, vous pouvez poster tout seul, vous pouvez vendre tout seul, vous pouvez, enfin, sauf que, oui, effectivement, on peut faire tous les choses tout seul, sauf qu'on a des appétences, on a le goût de faire telle ou telle chose. Ouais. Et donc, par exemple, moi, je t'ai fait venir parce que effectivement, j'ai une appétence pour organiser, etc. Par contre, j'ai pas d'appétence pour relier les choses entre elles. Mm. Mettre en place les automatisations. Alors moi, je peux faire une belle page Notion. Enfin, par exemple, j'ai fait la page de sponsoring de mon podcast, je l'ai fait machin. Mais dès l'instant qu'il faut relier des choses, là, pour moi, je commence enfin pour moi, on passe en mode galère, quoi. Et Ouais. donc, bah, je préfère demander à quelqu'un plutôt que de passer, je sais pas, 5 heures sur YouTube à regarder des tutos pour voir comment je vais pouvoir faire le truc. Et après, tu vois, par exemple, là, je fais moi-même le montage de mon podcast et il est aussi sur YouTube. Donc c'est un peu de montage, mais moi j'ai fait du montage pendant toute mon adolescence. J'ai arrêté, je fais mes derniers montages, je pense à 34 ans, mariage de potes, etc. Donc en fait, ça me Ouais. demande aucune énergie de monter un podcast. Je suis contente. Ça me rappelle quand j'étais plus jeune que je faisais du montage. En plus, les outils sont devenus super bons par rapport à mon époque où j'avais un outil qui s'appelait Pinnacle qui était beaucoup plus compliqué. Et donc ça, je le fais avec plaisir. Mais évidemment que quelqu'un qui voudrait faire son podcast et qui a aucune impétence pour le montage, eh ben, il vaut mieux qu'il le délègue à quelqu'un d'autre. Et donc c'est là où moi, je fais énormément attention à mon énergie Ouais. et je compte pas en matière de temps. Je dis pas telle chose va me prendre tel ou tel temps, je compte en matière d'énergie que ça va me prendre. Et si je sens que quelque chose va me prendre trop d'énergie,
et ben je le délègue. Et là, je pense que voilà, il faut déléguer. Et donc, si j'avais à refaire les choses, je déléguerais beaucoup plus vite. Hmm. Et donc ça, c'était la chose que je ne referais pas et la chose que je continuerais, c'est ça? Que tu referais sans hésiter par Oh rapport à la croissance, la structuration de SoftKid. par exemple, sortir du bois sur LinkedIn et prendre un peu les choses en main parce que en fait, les 2 premières années de SoftKids, j'étais un peu timide et je me rappelle, j'avais rencontré une entrepreneur qui s'appelle Claude Thérousier, qui a créé Magic Maker, qui sont les premiers lieux pour apprendre à coder aux enfants. Et Mhm. elle m'avait dit, Solène, il faut que tu sortes de ta grotte, il faut que tu communiques partout, partout, partout. Et en fait, aujourd'hui, le fait d'avoir communiqué, ça m'a permis d'écrire mon livre, d'aller faire le podcast, d'être dans le top 10 des créateurs éducation au monde sur LinkedIn. Enfin voilà. Et donc, du coup, euh, ça me permet d'asseoir en fait une autorité sur mon expertise qui, je Mhm. pense, fait aussi la différence sur le terrain et sur la vente. Oui, clairement. Et puis, en fait, en faisant ça, tu infuses tes valeurs, tu vas infuser ton leadership aussi à travers ta communication et tu vas attirer à toi les bonnes opportunités, les bonnes personnes. Mm. Justement, en parlant de ça, comment est-ce que tu fais pour garder ton cap? Parce que quand une entreprise grandit, il y a de nouveaux challenges qui arrivent. On a parlé de délégation tout à l'heure, mais il y a même des challenges identitaires au niveau du dirigeant ou de la dirigeante. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour rester la Solène que tu es, malgré la pression de la performance, malgré tout ce qui se passe un petit peu autour de nous? Justement, en fait, moi, je me rattache toujours à mes valeurs. Et en fait, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est pas qu'on promette ses valeurs ou alors faire un peu, avancer un peu sur certains pas. Euh, Aller aussi un petit peu regarder nos biais inconscients, nos croyances limitantes. Euh, et en fait, là-dessus, moi, j'essaye de toujours me dire, est-ce que, en fait, quand tu vas faire ça, t'es droite dans tes bottes ou pas? Hmm. Euh, et généralement, quand tu réponds à la question ou quand, en fait, t'as trop de doutes, tu dis, bah non, ça, je le fais pas ou j'y vais pas. Euh, et après, en fait, je trouve que la boîte, elle évolue aussi en fonction de ce qui se passe dans le monde, de la conjoncture, voilà, moi je suis très très curieuse, je lis énormément, je suis dans beaucoup de groupes de d'entrepreneurs aussi bien en France qu'à l'international. Par exemple là depuis le mois de juin, je me fais coacher enfin je me fais mentorer par Oli Richard qui est un entrepreneur anglo-saxon qui a un programme en fait sur les formations en ligne qui fait 17 millions par an et on est 20 dans le programme de 20 nationalités différentes et en fait ça fait aussi du bien de voir ce qui se passe à l'extérieur et Mhm. donc j'essaye aussi voilà d'appliquer un petit peu tous les soft skills que j'essaye de développer, quoi. D'être adaptable, d'être résiliente, et après, il y a un truc, moi, qui me permet aussi d'avancer, c'est que je garde toujours en tête que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, enfin, c'est que du matériel, que l'important, in fine, c'est l'humain, et que je retomberai toujours sur mes deux pieds, quoi qu'il se passe. Et du coup, ça fait que cette confiance que j'ai en moi, me permet de maintenir aussi les différents caps que je me fixe parce que par exemple en ce moment là je suis en train de sortir des nouveaux produits, c'était pas du tout enfin jamais, si on m'avait dit il y a 6 ans et demi quand j'ai créé SoftKids que je ferais des formations en ligne pour les parents, j'aurais dit non,
Enfin, c'est Ouais. pas. Et là, en fait, voilà, il y a des virages à prendre. Il y a des tendances. Aujourd'hui, l'industrie des applications, c'est très très compliqué, c'est très compétitif, faut énormément de budget marketing. Donc en fait, il y a des moments aussi où on est obligé de voilà de pivoter, d'aller chercher des nouvelles opportunités. Et j'essaie de les saisir et de voilà de m'inspirer un petit peu du marché. Et puis j'essaye souvent de m'inspirer des meilleurs, quoi. Ouais. Il y a un moment où peut-être tu as ressenti que tu pouvais faire grandir SoftKit plus vite, mais au prix de quelque chose qui justement était pas aligné pour toi, était pas aligné à tes valeurs. Et si oui, si tu as un moment qui te vient en tête, comment est-ce que tu as géré ça? Bah après, enfin le truc qui me vient en tête, c'est sur la levée de fonds, parce que moi j'ai levé des fonds. Et par exemple, j'aurais pu aller chercher certains fonds, mais qui sont absolument pas alignés avec mes valeurs. Donc je préférais dire non, ou des associations qui ne me vont pas, donc je préfère dire non. Et voilà, en fait, moi, si dès l'instant que j'ai un doute, voilà, sur la personne que j'ai en face de moi et sur le fait que je pourrais ou pas lui faire confiance, j'y vais pas. Et donc, euh, oui, il y a peut-être des choses où j'aurais peut-être pu aller un peu plus vite. Euh, mais d'un autre côté, moi, je suis pas dans la startup nation on va toujours plus vite, on bosse toujours plus, on scale toujours plus, etc. En fait, je trouve que ce modèle-là, qui est un modèle, par exemple, énormément promu par la Silicon Valley, où là, ils recommencent à bosser 7 jours sur 7. Tu vois, par exemple, quand on sait que si on va aller travailler pour Elon Musk, il faut bosser 7 jours sur 7, etc. En fait, moi, je trouve que c'est un modèle qui ne respecte pas l'humain. Et donc, ça ne me convient pas. Oui. Au final, on en revient toujours à ce sujet de valeur, de soft skills aussi. C'est un peu le sujet de cet épisode, de se dire, bah, au final, quels sont mes points forts, comment est-ce que je peux capitaliser dessus, et même en termes de prise de décision, là, en t'écoutant, en fait, je me rends compte que les soft skills ont toute leur place, parce que, bon, la prise de décision, c'est une soft skill en soi, mais au-delà de ça, c'est la confiance en soi, c'est la capacité à se connaître, euh, c'est tout un tas de compétences, en fait, qu'on mérite tous et toutes de cultiver, qui vont faire que, bah, en fait, on va prendre des chemins plus ou moins rapides, plus ou moins escarpés, comme on disait au début de l'épisode. Et en tout cas, le but, c'est de viser des chemins qui restent alignés pour nous. Oui, parce que alors moi, je fais partie des gens qui pensent, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, hein, qu'on a toujours le choix dans la vie. Je partage cette pensée. Mais il y a des gens qui pensent que ce n'est pas le cas, mais après, en fait, pour moi, en fait, cultiver ces soft skills, c'est bien souvent ouvrir le champ des possibles. D'autant plus que la base de tous les soft skills, c'est la confiance en soi. Et dès l'instant qu'on a confiance en soi, on peut aller cultiver tout le reste. Par exemple, si j'ai confiance en moi, je suis capable de verbaliser mes émotions et de dire à quelqu'un, là, je suis triste, ou là, je suis en colère contre ce que tu as fait, ça ne me plaît pas. Donc, en fait, ta communication, elle est différente. Donc voilà, ça va être, parce que juste peut-être pour les auditeurs, les soft skills, elles sont classées en 3 grands domaines de compétences. Les compétences cognitives, comme avoir confiance en soi, développer son esprit critique, apprendre à apprendre, savoir résoudre des problèmes. Les compétences émotionnelles, comme savoir accueillir ses émotions, être résilient. Et les compétences relationnelles, comme savoir collaborer avec les autres, coopérer, ou savoir résoudre des conflits avec les autres. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on va commencer à cultiver une soft skill, ça va toucher une autre. Et très souvent, moi, tous les jeudis, je fais un post, le jeudi, c'est soft skill, où je décrypte une soft skill et j'explique comment on va pouvoir la développer. Et très souvent, quand je fais la démonstration de la développer, ça va aller toucher d'autres compétences humaines. Ouais. Oui, parce qu'au final, tout est interconnecté. Et Oui. même si tu te dis, bon, bah là, je vais bosser que ma confiance en moi,
en réalité, ça va peut-être débloquer d'autres chakras et te faire avancer sur d'autres compétences que tu n'avais pas imaginées à l'origine. Ouais. Si là, mettons que parmi les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, il y a un ou une entrepreneur qui a envie de grandir, pas forcément en start-up, mais qui a envie de faire grandir son business et qui a peur de perdre ses valeurs en chemin, qui a peur de perdre son équilibre, tu lui donnerais quoi comme conseil? Bah, de pas y aller. Ça sert à... En fait, le plus important dans la vie, enfin, si on veut se sentir bien, c'est d'être aligné. Et en fait, si on va trop vite, etc., et qu'on trahit ses valeurs, on est désaligné. Ouais. Et en fait, je pense qu'on peut tous... Enfin, c'est là où je dis qu'on a le choix. Par exemple, moi, je dis souvent, enfin, que évidemment que ma boîte elle scale moins vite que je fais le stéréotype hein, que Charles-Édouard qui sort de HEC ou de l'ESSEC, qui vit chez ses parents et qui a lui aussi décidé de faire une start-up dans l'éducation. Moi, j'ai monté ma start-up l'année de mes 40 ans. Mes jumeaux avaient 15 mois. Et j'avais un aîné de 5 ans, de 5 ans. J'avais la crèche, la pandémie, en plus 2020. J'ai sorti mon premier programme en avril 2020, mon appli pendant la pandémie. Mais évidemment que j'ai été, je sais pas, 3 fois moins vite que le gars qui est dans sa chambre chez ses parents, quoi. Et c'est OK. C'est OK puisque tu n'as pas les mêmes contraintes, tu n'as pas les mêmes choix de vie, tu n'as pas la même expérience de vie tout court. Et moi, ça me fait penser à l'histoire du lièvre et de la tortue, au final. Oui, parce que, enfin, moi, je sais que j'ai fait beaucoup de programmes entrepreneuriaux. Par exemple, j'ai fait ma première année de Soft Kids en 2019. J'ai fait HEC entrepreneur. On était 20 startups. Et ben, je fais partie des 5 qui existent toujours 7 ans après, quoi. Team Tortue. Voilà. Et voilà, j'ai plein de programmes comme ça où je suis dans les survivantes, quoi. Bah, c'est la preuve que Soft Kids est fait pour durer. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Moi, j'espère. Avant de clôturer cet épisode, il y a une question que j'aime bien poser à toutes mes invitées. C'est qui est-ce que tu aimerais bien écouter sur le fauteuil des invités de Work in Process? Qui est-ce que tu pourrais inviter Bah, tu pourrais inviter ma copine Laura Bokobza, qui fait, je sais pas si tu la connais, elle fait de la veille média. Je la connais aussi, c'est une copine entrepreneur également. Et tu l'as déjà reçue sur le podcast ou pas? Pas encore, mais Parce écoute, que là, l'invitation est lancée. elle pourrait t'expliquer comment elle fait le process de sa veille média, parce que c'est assez impressionnant. Moi, je suis inscrite à sa newsletter et franchement, je pense que ça me fait gagner un temps fou. Elle est incroyable. Tous les lundis matins, toute la veille qu'elle fait, et je pense que là, elle a bien automatisé le truc, quoi. Ouais. Et c'est vrai que Laura, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Donc écoute, Laura, si tu nous écoutes, l'invitation est lancée. Dans tous les cas, j'irai lui envoyer un petit message. En tout cas, Solène, merci pour cette conversation. Moi, j'ai adoré passer ce moment avec toi. Si je devais retenir une seule idée forte de cet épisode, ça serait que structurer son business, c'est autant une affaire d'outils que de posture et de valeur. Et que tout est important, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Quand tu arrives à aligner les trois, normalement, t'es quand même bien parti. Ouais, ça devrait bien se passer. Parfait. Avant qu'on se quitte toutes les deux, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ta formation, celle que dont tu as parlé tout à l'heure, pour les auditeurs ou les auditrices qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin avec toi? Oui, alors en fait, c'est une formation là que j'ai lancée début septembre, qui est ni plus ni moins un peu la continuité de mon livre qui s'appelle Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain, dans lequel je développe 15 compétences humaines qui me paraissent indispensables à développer dès l'enfance au XXIe siècle. Et dans cette formation, je vais aller tacler toutes les problématiques de la parentalité du XXIe siècle.
Le fait qu'aujourd'hui, les parents sont tous surchargés, donc ils ont le tunnel du matin, le tunnel du soir. En développant la confiance en soi, l'autonomie, l'organisation de ces enfants, ça se passe mieux. On va aller travailler sur les devoirs, comment apprendre à apprendre, comment s'organiser, comment gérer son temps. On va aller travailler sur la gestion des écrans, comment développer son esprit critique, comment développer son autorégulation, etc. On va aller travailler sur la communication au sein de la famille, la communication non violente, etc. Et en fait, moi, aujourd'hui, mon prisme, c'est de dire que l'éducation traditionnelle, comme on l'a connue, elle est dépassée et elle n'est pas applicable au XXIe siècle. Et que pour en fait pouvoir élever et préparer ses enfants au monde de demain de manière sereine au XXIe siècle, il faut leur transmettre des compétences et pas leur donner des règles avec des punitions ou pas de punitions du tout s'ils n'ont pas fait les règles. Donc effectivement, il y a un cadre, mais pour que tout se passe bien, il faut les équiper avec les compétences humaines et c'est ce que je fais dans cette formation. Voilà. Génial. Le lien sera disponible dans les notes de l'épisode. Je mettrai aussi le lien vers ton livre parce que, à mon avis, c'est aussi une pépite. Et du coup, encore une fois, merci Solène d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Si jamais tu es encore en train d'écouter cet épisode, qu'il t'a inspiré, qu'il t'a questionné ou qu'il t'a donné envie de réagir, surtout déjà partage-le autour de toi, c'est gratuit, ça te coûte rien. Et n'oublie pas de nous taguer, Solène et moi, comme ça on verra si le sujet dont on a parlé aujourd'hui résonne fort et puis on essaiera de négocier avec Solène qu'elle revienne sur le fauteuil des invités pour faire un deuxième épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour échanger avec toi? Sur LinkedIn, Instagram? Instagram aussi un peu, mais c'est vraiment sur LinkedIn que je... Okay. Instagram, c'est pour le fun. Donc, tu as compris, si tu veux du fun, tu rejoins Solène sur Instagram. Et si tu veux quelque chose de plus sérieux ou apprendre de nouvelles soft skills tous les jeudis, dans ce cas, rejoins-la sur LinkedIn. En tout cas, merci à tous et à toutes pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!